Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Cyril Isotier. Cyril, tu représentes la 7e génération d'une famille emblématique de La Réunion. Et si l'on connaît le nom Isotier pour ses rhums et ses arrangés, on sait moins que tu diriges aujourd'hui un groupe qui fête ses 180 ans cette année et qui est la plus ancienne entreprise privée de l'île encore en activité. Bonjour Cyril. Bonjour Louis-Marie. Écoute, je suis ravi d'échanger avec toi. D'habitude, j'emmène mes auditeurs aux Caraïbes, mais aujourd'hui, cap sur l'océan Indien pour comprendre comment une maison fondée en 1845 se réinvente pour se projeter aussi dans le futur. Avant de parler de la distillerie, quelle est ta toute première rencontre avec le rhum? Et est-ce que quand on s'appelle Isotier, c'est une évidence dès l'enfance ou ça a été une découverte un peu plus tardive? Alors, il y a pas d'évidence chez Isotier. Isotier, c'est une maison qui, à l'origine, s'est transmise de père en fils. Et avec le temps et les générations successives, s'est transmise plutôt de moins incompétents en moins incompétents. Donc, ça peut être un oncle, un cousin et autres. Donc, c'est pas forcément de père en fils. Et comme aujourd'hui, on en est à la 7e génération, on est quand même nombreux de la famille à porter le nom. Et du coup, ça aurait pu être moi comme ça aurait pu être un autre. Donc, j'ai absolument pas été formaté à la naissance pour m'occuper de la maison Isotier, loin s'en faut. D'autant que moi, je suis pas né à La Réunion. Je suis né à Paris parce que mon grand-père, qui lui s'est occupé de la maison Isotier à l'après-guerre, pas seul avec ses 2 frères, a été élu sénateur de La Réunion dans les années 50. Et donc, quand il a été élu sénateur de La Réunion, il a déménagé à Paris pour être proche du Sénat. Et il a déménagé avec sa femme et ses 6 enfants, dont mon père. Et mon père est resté à Paris, en région parisienne. Et c'est là que moi, je suis né. Et c'est là que j'ai grandi. Et c'est là que j'ai fait mes études. Et après, je suis parti faire autre chose qui n'avait rien à voir avec le rhum. Donc, le rhum et le rhum Isotier, c'était ancré profondément en moi. Ça faisait partie de l'imaginaire. Mais c'était pas du tout prévu. Et c'est vrai que ton parcours aussi, il détonne un peu dans, je dirais, dans l'univers des spiritueux parce que tu es ingénieur des travaux publics, tu as travaillé chez Vinci ou Bouygues à l'international et notamment aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'a amené à t'installer à La Réunion et en fait à intégrer le groupe familial? Alors c'est l'histoire, peut-être le destin, certains appelleraient ça comme ça, mais effectivement, comme je te le disais, moi j'ai grandi à Paris et j'ai fait des études d'ingénieur en travaux publics et j'étais parti pour faire une carrière, internationale. Donc j'ai pas mal bougé, dont, aux Antilles. Donc je connais aussi, un peu le rhum des Antilles, ce qui me permet de comparer, c'est pratique, on pourra en parler si tu veux. Et quand j'étais aux États-Unis, il y a eu un besoin de renouvellement des dirigeants de la maison et du groupe Isotier, en général, parce que, on a eu malheureusement un décès à déplorer dans la famille. Moi, j'étais administrateur du groupe depuis les États-Unis. Et du coup, comme j'arrivais à la quarantaine, la crise de la quarantaine, me suis dit: «Bah, écoute, pourquoi pas finalement donner plus de sens?» Ça vraiment qui était important pour moi, c'est que, j'adorais ce que je faisais dans le BTP, ça me donnait de la rigueur, la gestion de projets complexes, la coordination de métiers, très différents. Et j'avais besoin de donner du sens et donner une âme à ma vie et à ma profession, à mon travail. Et je voulais aussi, pour mes enfants, parce que j'ai 3 enfants et mon épouse, je voulais leur offrir la possibilité de se rapprocher de leurs racines familiales, de mieux comprendre, qui on était et de pouvoir, aussi développer un territoire. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment fondamental et c'est, constitutif, de la maison Isotier. Avant de vendre du rhum, avant de parler de liqueur, avant de parler d'eau de vie, on parle de notre île. On parle de notre territoire et c'est vraiment ça qui nous motive au quotidien. Nous, on est là on est les ambassadeurs de notre île,
des ambassadeurs de notre île. On n'est pas les seuls, mais en tout cas, on a vraiment ça à cœur. Et partout où les gens nous croisent, on essaie d'insuffler cette âme tropicale et cette âme réunionnaise à travers nos produits, mais aussi à travers nos comportements et la convivialité des équipes. Donc c'est ça qu'on a envie d'incarner et notre leitmotiv, c'est la réunion en bouteille. C'est vraiment ça qu'on veut. Donc on veut que chaque produit que les consommateurs prennent de chez nous, ils aient la sensation de voyager sous les tropiques et la sensation de découvrir un territoire. Tout le monde n'a pas la chance ou l'opportunité de pouvoir voyager. Et nous, on a envie d'offrir ça à travers notre produit. Mais le comble de la réussite pour nous, c'est quand des gens viennent à La Réunion et qui nous disent vous étiez le motif de, réunion, de notre visite, ça c'est le top. Mais sinon, vous étiez l'un des motifs de visite. C'est-à-dire qu'on a, grâce à nos produits, attiré des personnes sur notre territoire. Et l'autre point qui est hyper important quand on parle de pourquoi je suis revenu, c'est parce que c'est assez symptomatique. Quand on vit beaucoup à un endroit, beaucoup sur un territoire, on a tendance à en voir plus les défauts que les qualités et à en oublier la qualité et la richesse. Or, quand on vit à l'extérieur, mais que c'est constitutif, moi, quand j'habitais à Paris, on me demandait d'où je venais et je disais que j'étais réunionnais, alors que j'y avais jamais vécu et que c'était simplement ma famille qui venait de La Réunion. Et c'était ancré en moi déjà. Et quand on est à l'extérieur, on voit la richesse et on voit la qualité des territoires. Et quand on vient en l'espèce pour moi sur le territoire, on y arrive avec un regard neuf. Et là, on arrive à voir tout le potentiel du territoire. Donc on arrive avec un dynamisme et avec une nouveauté et avec une envie, presque avec une frustration parfois de se dire mais c'est pas possible qu'un territoire aussi riche, aussi exceptionnel, qui a autant de choses à raconter, qui a une population aussi dingue, une culture aussi folle, soit finalement si peu connu et si peu valorisé. Et c'est vraiment ça qui m'anime moi, mais qui anime aujourd'hui toutes les équipes de la maison. Et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir une agilité et un mouvement perpétuel et on aime à dire qu'on est une start-up de 180 ans. Mais si on parle effectivement un peu de ce territoire et de ce terroir de La Réunion, souvent dans le monde du rhum, on oppose le rhum agricole au rhum de mélasse. Chez Isotier, mais aussi comme sur la Réunion, je dirais en général, vous avez cette singularité d'avoir le savoir-faire pour faire les deux. Est-ce que cette double, je dirais, culture et ce double savoir-faire, c'est vraiment la signature de l'île et je dirais un partage entre tous les acteurs du monde du rhum réunionnais? Alors c'est une question hyper intéressante et la réponse est dans le titre. La Réunion s'appelle La Réunion et elle porte bien son nom. La Réunion, c'est un territoire qui unit les gens, qui unit les hommes, qui unit les cultures. C'est un territoire de melting pot, de multiculturalisme, de multireligion, de multicouleurs, de multisexes, de tout ce que tu voudras. Et il y a un bien-être, un bien-vivre ensemble qui est phénoménal sur cette île. C'est vraiment quelque chose que tous les gens qui visitent se disent c'est fou comme les peuples et les cultures sont mélangés sur cette île et on ne sent pas de différence. Et ben dans le rhum, c'est pareil. C'est-à-dire on fait effectivement historiquement et du rhum agricole et du rhum de mélasse. Et ça a toujours été le cas. Et aujourd'hui, on n'aime pas les opposer. C'est souvent c'est comme si je te demandais de choisir entre deux de tes deux enfants. Tu peux pas choisir entre tes deux enfants. Moi, je sais pas choisir entre le rhum agricole et le rhum de mélasse. Moi, j'adore les deux. Pas tous, ça dépend. Évidemment, après, il y a une histoire de goût. Mais avant toute chose, ce sont deux interprétations d'un même terroir et d'un même produit. Et ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir les goûter séparément et ou de les assembler. Et une grande spécialité de la maison Isotier, c'est de les assembler. Donc depuis toujours, on les assemble soit en rhum vieux, mais dernièrement, même en rhum blanc. Donc on a sorti des produits qu'on a appelés les agents doubles. Les agents doubles, on a l'agent double 0,1 et l'agent double 0,2. Et en fait, l'objectif, c'était de montrer l'influence de l'agricole sur la mélasse et de la mélasse sur l'agricole. Donc l'agent double 0,1, il a 65% de rhum agricole et 35% de rhum de mélasse. Et l'agent double 0,2, c'est l'inverse. Et quand on est sur les salons et qu'on présente les deux, on a plein de personnes qui arrivent. Et c'est bien naturel avec des préjugés. C'est-à-dire, moi, j'aime pas le rhum agricole ou moi, j'aime pas le rhum de mélasse. Et on leur dit, vous savez quoi? Goûtez les produits, voyez l'influence de l'un sur l'autre, et après, vous nous direz lequel vous préférez. Et bien souvent,
Eh ben, ils savent plus choisir à la fin. C'est marrant, en fait, on aime les 2, c'est très différent. J'aurais pas dit que j'aurais préféré le rhum agricole ou j'aurais pas dit que j'aurais préféré le rhum de mélasse. Donc oui, c'est une vraie tradition réunionnaise. Oui, les 3 distilleries, connues, de la Réunion, parce qu'il y en a d'autres, font les 2. Majoritairement du rhum de mélasse en quantité, en volume, à La Réunion, mais en tout cas, les 3 distilleries ont le double savoir-faire. Quel est le rapport des Réunionnais à cette culture du rhum et à ce savoir-faire? Alors, c'est une question, complexe, parce que, comme sur tous les territoires rhomiers, il y a quand même une histoire, assez lourde derrière la canne à sucre et derrière le rhum. Donc c'est à la fois, un motif de fierté, d'autant plus que dernièrement, vraiment avec l'indication géographique, on y reviendra certainement, c'est vraiment des rhums qui ont gagné leur lettre de noblesse et qui aujourd'hui font partie des meilleurs spiritueux du monde. Néanmoins, ça n'a pas toujours été le cas et à des périodes assez difficiles de l'histoire, notamment, c'était un alcool qui permettait aux gens de tenir le travail agricole dans les champs et qui a beaucoup été associé à la douleur, à la difficulté, au travail, au dur labeur. Donc il y a quand même une partie de l'histoire du rhum qui est associée à cette histoire difficile et du coup, c'est un mélange entre les 2. C'est à la fois un mélange de fierté d'avoir un produit de terroir et de territoire qui fait vivre énormément de gens, qui est au cœur de la première filière, d'embauche de personnes sur le territoire, parce que la filière canne, sucre, rhum, énergie, c'est une seule et même filière à La Réunion et c'est le premier employeur privé de l'île. Donc c'est extrêmement important et en même temps, il y a une part de l'histoire du rhum qui est une part assez difficile, une part que tout le monde assume, à laquelle on travaille et qui des fois donne une image un peu, ambivalente du produit localement. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, le produit est bien vu, de plus en plus c'est un motif de fierté et nous, chez Isotier, on a, en plus un atout, dans notre manche et un rôle d'autant plus important, alors qui est double. D'abord parce qu'on est la plus ancienne entreprise de La Réunion et que du coup, on a quand même ce rôle, historique de parler l'histoire et d'incarner l'histoire. Ça, c'est important et d'autre part, pour ça, on a construit en 2008, un musée qui s'appelle la Saga du Rhum, qui est le musée des Rhums de La Réunion et qui a pour, ambition de raconter l'histoire du rhum dans toute sa richesse, dans toute sa diversité et qui est là aussi pour, rassembler les Réunionnais autour de leur histoire et on fait beaucoup d'événements. On a toute une partie historique et toute une partie artistique à la Saga du Rhum parce qu'on veut aussi, attirer des talents, locaux d'artistes réunionnais pour qu'ils s'approprient l'histoire du rhum. Donc là, on vient de faire, par exemple, une exposition. Pour les 180 ans d'Isotier, on a fait une exposition qui parlait des 300 ans du rhum à La Réunion. Exposition spéciale et on a un artiste local, un jeune hyper talentueux qui est venu pour faire des toiles autour de la culture rhum à La Réunion. Donc c'est vraiment ce mélange de culture, d'histoire et de fierté qui est un travail perpétuel et auquel on est extrêmement attaché et on travaille beaucoup à ça. Et ce musée aujourd'hui, il a attiré 72 000 visiteurs l'année dernière, il va en attirer 75 000 cette année. On vise 100 000 visiteurs d'ici 4 à 5 ans. Majoritairement des touristes qui viennent à La Réunion, mais de plus en plus, et ça c'est très important pour nous, de plus en plus de Réunionnais. Et du coup, aujourd'hui, ce sont les Réunionnais qui s'approprient le musée, parce que c'est leur musée. Ils s'approprient ce musée, ils en parlent aux personnes qui viennent les voir, parce qu'il y a beaucoup de tourisme affinitaire à La Réunion. Et c'est eux-mêmes maintenant qui font la publicité de ce musée en disant: «Bah, venez voir ce qu'on est fiers de faire, venez voir ce qu'on sait vous proposer, venez goûter à la richesse gustative des rhums de La Réunion». Et ça, c'est la meilleure des pubs, c'est quand ce sont les gens du territoire eux-mêmes qui parlent des produits. Nous, C'est sûr. on nous dit toujours qu'on n'est pas objectif, ce qui est vrai, mais mais eux le sont. Génial. Tu nous parlais effectivement un peu de cette indication, géographique, Rome de la Réunion. Cette année, c'est les 10 ans de l'indication géographique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet IG, de son cahier des charges et surtout qu'est-ce que ça représente pour nous, consommateurs, quand on déguste effectivement un rhum de la Réunion? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IG, elle a pas changé la norme de La Réunion. Elle l'a reconnue et elle l'a clarifiée. Mais elle n'a fait que clarifier une pratique existante et ancestrale. Donc la pratique, c'est quoi? Il y a rien de sorcier, en fait, dans cela. C'est une distillation maîtrisée, c'est un climat tropical et c'est un terroir volcanique. Donc c'est tout ça qui se retrouve dans l'IG.
D'un point de vue très technique, l'IG, alors il y a plein de composantes et je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques parce que c'est pas passionnant et ça ne parle pas beaucoup. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que toute la matière première doit être locale. Donc aussi bien la mélasse qui vient de la sucrerie pour le rhum de mélasse que le jus de canne qui vient directement de la canne pressée pour le rhum agricole. Donc ça, nécessairement, la matière première doit être locale. C'est le premier élément technique fondamental. Et ce qui n'est vraiment pas le cas partout dans le monde. C'est très commun dans les rhums français. Il y a énormément de distilleries dans le monde qui importent leur mélasse. Donc nous, on doit avoir une mélasse locale. Ça, c'est un point important, très différenciant déjà. La distillation doit être nécessairement locale. Là, j'ai envie de dire que c'est plus facile. Après, on doit avoir, quand on fait du vieillissement, nécessairement, le vieillissement doit être tropical, 100%. Ça, c'est très important. Quand on dit un rhum vieux, c'est minimum 3 ans de vieillissement, pas en dessous. Et ça veut dire que le plus jeune des rhums, dans un rhum de 3 ans, a au moins 3 ans. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les indications de rhum dans le monde. La technique Solera, par exemple, c'est pas ça. C'est qu'il faut qu'il y ait au moins une goutte d'un rhum qui a tel âge. Nous, il faut que le plus jeune ait au moins cet âge-là. Ça change fondamentalement les choses. Donc, et ça, il y a plein de différences. Par exemple, il faut absolument que ça soit des fûts de chêne. Il y a 0 sucre ajouté. Ça, c'est important aussi dans les rhums sous indication géographique de la Réunion. Et ils sont à minimum 40 degrés. Et non pas à 38 comme ça peut l'être pour d'autres rhums. Voilà. Donc, je donne vraiment les grandes lignes. Après, il y a plein d'autres détails techniques sur la colonne de distillation, des éléments techniques à ajouter, mais on va pas rentrer dans trop de techniques pour ça. Mmh. Et si on parle un peu effectivement, je dirais, situation géographique, et influence. Aujourd'hui, La Réunion, son sol volcanique, comme tu nous le disais, et puis son climat, qu'est-ce que, l'ensemble de ces éléments apporte, au rhum que vous élaborez? Alors, la réponse marketing, c'est oui, bien sûr. La réponse réaliste, c'est très certainement. Mais honnêtement, ça dépend beaucoup du palais des gens. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a des marqueurs organoleptiques communs aux rhums de la Réunion. Maintenant, entre les rhums d'Isotier et les rhums des autres distilleries, on sait les différencier. Ils ont un trait commun, ils ont un caractère commun, mais le savoir-faire de fermentation, le savoir-faire de distillation et le savoir-faire de vieillissement fait qu'ils sont tout de même très différents. Donc oui, il y a un lien parce qu'on est sur une terre volcanique, hein, donc c'est une terre qui a été magma, c'est une terre où le sol est hyper vivant, il est très minéral, il est très drainant. Donc le rhum, il vit tout ça, c'est un rhum vibrant, énergique, avec une tension très, très particulière. Mais d'abord, il faut un peu exercer pour réellement la ressentir. Et ensuite, néanmoins, je dirais que le savoir-faire des maîtres de chai et des maîtres de distillation, donc pour nous, de Marie Ferrand, qui est notre nez rhum, c'est avant tout le savoir-faire de Marie qu'on retrouve dans nos rhums. Mais elle est profondément réunionnaise, profondément attachée au territoire. Et donc, nos produits ont une finesse qui, je ne saurais pas dire s'ils sont réunionnais ou s'ils sont maris ou s'ils sont réunionnais, mais toujours est-il que ça se ressent d'une certaine manière. Mais c'est difficile à décrire, en toute objectivité. Super. Oui, c'est vrai que et surtout quand on est français et qu'on connaît je dirais le vin, on a tendance à «réduire» entre guillemets, un vin ou un spiritueux à un terroir, un climat. Mais il y a un élément qui est capital, c'est le savoir-faire et l'action de l'homme, sur toutes Mmh. les variables, je dirais, qu'on peut, activer pour créer un spiritueux et ça, c'est immense comme Ouais, ça, contribution c'est à un immense profil et ouais, aromatique. ouais, exactement. C'est immense et c'est particulièrement immense dans les produits distillés. On rentre maintenant un peu dans le vif du sujet et de la compréhension, je dirais, de la distillerie et d'Isotier. On connaît Isotier pour le rhum, mais en préparant cette interview, j'ai découvert qu'en fait, le groupe était organisé autour de 3 pôles: boissons, agriculture et patrimoine. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer cette architecture et cette organisation chez Isotier? Ouais, alors c'est effectivement, c'est les entreprises réunionnaises historiques, mais pas que réunionnaises, des territoires ultramarins. Parce qu'on retrouve ça aussi en Guadeloupe, en Martinique ou à Maurice, par exemple, qui est notre île sœur. Sont des groupes qui sont diversifiés parce que historiquement, on est des territoires très isolés. La Réunion, la France est à 9 500 kilomètres.
Maurice, c'est à 200 km, Madagascar à 800, et sinon, il n'y a rien avant l'Afrique orientale, qui est quand même très, très loin, quoi. Donc on est des territoires très isolés, qui aujourd'hui sont très bien desservis avec les bateaux et avec l'avion, mais qui pendant très longtemps ont été seuls, perdus au milieu de l'océan. Et à ces grandes périodes, et notamment la période directement après-guerre, où la France avait tout à reconstruire en métropole, a laissé des territoires ultramarins, je dirais pas à l'abandon, mais en autonomie, en leur disant: «Écoutez, reconstruisez-vous comme vous pouvez, parce que nous, on n'a pas beaucoup ni de moyens financiers, ni de moyens humains à mettre à votre disposition». Ils ont beaucoup aidé, beaucoup accompagné néanmoins, mais ils ont beaucoup laissé l'autonomie au territoire pour se développer. Et donc les familles comme les nôtres qui étaient là depuis très longtemps avaient cette ambition de développer le territoire et de contribuer au développement du territoire. Donc chez Isotier, on a voulu aider autant que possible à autonomiser le territoire, pour parler très simplement. Donc l'entreprise s'est énormément diversifiée juste après-guerre, pendant les fameuses 30 glorieuses. Et on a eu jusqu'à 40, 50, 60 entreprises différentes. On avait plus de 1500 personnes dans le groupe, et on faisait de tout, de la provanderie, du chocolat, des confitures, du javel, du savon, des matelas. Évidemment, toujours du rhum, toujours de la canne à sucre et tout ça. Ça, c'est des fondements, les piliers, mais on a énormément diversifié. Et après, avec le temps, je ne vais pas te refaire toute l'histoire de La Réunion, mais quand le grand port de La Réunion a ouvert dans les années 70, et que les premiers conteneurs sont arrivés depuis La Réunion, et que la grande distribution s'est développée, nécessairement, tout ce qui était produit localement était majoritairement beaucoup plus cher que ce qui était importé. Et du coup, au fur et à mesure, les activités ont périclité pour se reconcentrer sur 3 activités aujourd'hui. Donc l'activité immobilier, donc on fait du patrimoine et de la promotion. On a des projets immobiliers, des projets touristiques, des projets culturels, des lieux d'expérience. On aide notre territoire à se développer en proposant des bâtiments qui ont souvent des rôles des rôles sociétaux. Donc on aime les résidences étudiantes, par exemple, ou tout ce qui est parapharmaceutique, paramédical, pour aider le territoire à se renforcer et à se développer. Donc ça, c'est une branche immobilière, si je puis dire, qui pèse 25 et 30% du chiffre d'affaires du groupe. Après, on a la branche agricole. Donc on a 550 hectares de terre, sur lesquels on a 230 hectares de canne à sucre, sur lesquels on récolte entre 20 et 23 000 tonnes de canne par an. OK. Cannes qui sont envoyées à la sucrerie du sud de l'île. Il y a 2 sucreries à La Réunion, une dans le nord, une dans le sud. Nous, on dépend du sud parce qu'on est basé à Saint-Pierre, qui est la capitale du sud de La Réunion. Donc notre sucrerie de rattachement, c'est celle du sud. On fait aussi de l'élevage bovin. Donc, on a des cheptels de bovins, ce sont des vaches à viande. C'est une activité historique du groupe, toujours pour les mêmes raisons, parce qu'il n'y avait pas de viande qui arrivait à La Réunion, qu'il fallait nourrir la population. Donc c'est l'une des fonctions qu'on a tenues pendant longtemps et qu'on a conservées. Et enfin, le dernier pôle, qui est le pôle boisson, qui est celui pour lequel on est plus connu, modestement, où on a nos distilleries, parce que maintenant on en a plusieurs, et tous les produits qui vont avec, donc les rhums, les arrangés, nos rhums vieux, nos dernières gammes de produits en canette, nos aromatiques qui sont nos punchs de haute qualité, et puis évidemment le pilier essentiel dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est la saga du rhum, qui est notre musée. Et si on se concentre un peu sur la distillerie pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter son histoire, comment est-ce qu'elle s'est installée et comment est-ce qu'elle s'est développée? Alors, la distillerie, elle a pas mal bougé, parce que donc l'entreprise date de 1845. Alors pourquoi 1845? Parce que c'est la première date à laquelle on est absolument certain qu'on avait un alambic. Les 2 fondateurs, qui étaient 2 frères, Louis et Charles Isotier, habitaient à Nogent-sur-Seine, et ils ont décidé de bouger à La Réunion pour suivre leur oncle, qui était apothicaire du roi de France, qui était venu à La Réunion pour récolter des fruits et des épices médicinales pour la cour. Et eux, c'était possiblement des aventuriers, et ils ont décidé de prendre un bateau et d'aller rejoindre leur oncle à La Réunion. De ce qu'on en sait, ils n'ont jamais vu leur oncle, une fois qu'ils sont arrivés sur place. En revanche, ils ont trouvé 2 femmes qui étaient 2 cousines, donc Antoinette et Apollonie Auré. Et ils ont épousé les 2 femmes, et en épousant les 2 femmes, ils ont récupéré des terres, et notamment de la canne à sucre. Donc on dit que c'était un mariage autant de passion que de raison, tu vois?
Et, et à partir de là, ils se sont très vite lancés dans la distillerie. Donc la première distillerie était a priori à quelques kilomètres de Saint-Pierre. Elle a assez rapidement déménagé à Saint-Pierre même, donc en centre-ville, où elle est restée jusque dans les années 70, à peu près 60-70. Où comme elle était en plein centre-ville, alors aujourd'hui, quand tu viendras à Saint-Pierre, parce que tu vas venir nous voir à Saint-Pierre, c'est mon objectif principal, et j'espère tous les auditeurs aussi. Donc vous verrez, en arrivant à Saint-Pierre, à La Réunion, qu'il y a encore tout près de la plage de Saint-Pierre, une cheminée, qui est une cheminée qui s'appelle aujourd'hui toujours la cheminée Isotier, et qui était la cheminée de la distillerie historique de la famille. Mais il se trouve que à l'époque, comme la distillerie était là et qu'on avait moins de considération environnementale, les vinasses, qui sont des effluents de distillation, étaient rejetés dans la mer. Évidemment, on ne fait plus aujourd'hui. Et d'ailleurs, en plein centre-ville, t'imagines que c'était pas idéal. Ouais. Donc, il a été décidé le plus mauvais plan financier de l'histoire, à savoir d'échanger des terres en plein centre-ville qui aujourd'hui valent une fortune contre des terres en périphérie de la ville qui aujourd'hui ne valent plus rien pour permettre de sortir la distillerie. Donc la distillerie a été sortie à un lieu dit qui s'appelle Fredlin aujourd'hui, qui est à 5 à 7 km du centre-ville de Saint-Pierre. Et depuis mon bureau, là, où je te parle à l'heure actuelle, je vois encore la cheminée Isotier. C'est-à-dire que c'est loin, mais c'est toujours proche de nous. Et donc, la distillerie a déménagé là dans les années 60. Et depuis, on a installé là, à Fredlin, dans le sud. Et dernièrement, on a créé une seconde distillerie qui se trouve à Bérive. Alors, Bérive, c'est un lieu dit, qui veut dire le lieu où il y a du vent, en malgache, qui est à peu près à 600 mètres d'altitude, qui est au milieu de notre propriété, les 550 hectares de terre dont je te parlais tout à l'heure. Là où on a notre maison historique. Et sur cette terre, on a décidé de reconstruire une distillerie de rhum agricole, uniquement de rhum agricole. Et pourquoi ça? Parce qu'on l'a déjà dit, on fait et du rhum agricole et du rhum de mélasse. Mais aujourd'hui, depuis les années 80 à peu près, l'intégralité de nos cannes sont envoyées en sucrerie. Parce qu'on n'a plus de moulin à nous. On a un moulin qui est encore au cœur du musée, mais qui est plus en fonctionnement. Il sert que pour les touristes. S'il était plus assez efficace, on a dû le réformer et on s'en est plus servi. Donc, depuis les années 85-86 à peu près, on ne se sert plus de ce moulin. Or, on a voulu donc récupérer du jus de canne pour faire notre rhum agricole, mais ce jus de canne nous provient de la distillerie du Gol, qui est à une vingtaine de kilomètres d'ici. Donc, on a voulu se réapproprier l'intégralité de ce savoir-faire historique du rhum agricole. Donc, on veut maîtriser de A à Z, du champ à la bouteille, l'intégralité de notre rhum agricole. Donc, on aura une nouvelle gamme qui sortira, si tout va bien, pas avant la fin d'année prochaine, pour faire du rhum agricole à base de cette expression du terroir. Mais par contre, ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est pas mieux que ce qu'on fait actuellement. C'est juste différent. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme si on avait encore un nouvel enfant, en fait. Hein, on a différents enfants, on a nos rhums de mélasse, nos rhums blancs, nos rhums vieux, nos rhums arrangés, nos punchs, et on aura un nouveau rhum agricole, qui sera une nouvelle expression très familiale, très proche, en petit volume, mais qui racontera une histoire qu'on adore, mais qui sera différente. Il y a une date importante, je dirais, dans l'histoire récente, entre guillemets, de l'entreprise. C'est 1970 avec le lancement de vos premiers arrangés. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette tradition des arrangés et puis de lancement, vous, de votre gamme? Ouais, bien sûr, avec plaisir, hyper important. Encore un enfant qu'on adore. C'est toujours compliqué de choisir entre les enfants. Alors, c'est pas notre fils ou notre fille aîné des arrangés, puisqu'on faisait des rhums blancs et des rhums vieux avant. Néanmoins, la tradition des arrangés, alors c'est hyper important, et je profite de cette audience pour le dire haut et fort, quitte à m'attirer les foudres d'autres, c'est pas grave, au moins on rigolera un peu. C'est les arrangés. Les arrangés, c'est une tradition réunionnaise. C'est une tradition réunionnaise, pourquoi? Parce que la Réunion, de par son positionnement géographique, était sur la route des Indes. D'accord? Donc les bateaux, à l'époque, il n'y avait pas le canal de Suez, partaient d'Europe, contournaient l'Afrique, faisaient escale à la Réunion, poursuivaient leur voyage jusqu'aux Indes et ramenaient des Indes des épices. Pour conserver
ces épices, le temps du voyage, il les conservait dans de l'alcool. Alors qu'il n'était pas forcément nécessairement du rhum, mais néanmoins le principe de la macération longue des fruits, des épices dans le rhum est venu de là. Et après quand à leur retour des Indes, ils faisaient escale à La Réunion, ils déchargeaient l'alcool dans lequel les fruits et les épices avaient macéré et ils rechargeaient avec de l'alcool neuf et ils continuaient leur voyage. Et l'alcool qui était dans lequel les épices avaient macéré était consommé localement par les Réunionnais, qui ont trouvé ça incroyable parce que ça dégageait des saveurs absolument folles. Et évidemment, ils ne se sont dit pas pourquoi on ne ferait pas la même chose. Donc, ils ont pris l'habitude de le faire eux-mêmes. Donc, les arrangés sont nés comme ça et c'est une tradition réunionnaise. Et aujourd'hui, si tu demandes à un Réunionnais quel est le meilleur arôme arrangé, ils vont tous te répondre la même chose. Mais c'est celui que je fais moi. Donc, il n'y a pas une meilleure recette de rhum arrangé. Il y en a 900 000, puisqu'il y a 900 000 habitants à La Réunion. Et chacun a la meilleure recette. Donc, on n'a certainement pas chez Isotier la prétention de dire que nous sommes les inventeurs des arrangés. Pas du tout, loin s'en faut. Ce sont les Réunionnais qui ont inventé les arrangés. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a été les pionniers, peut-être pas, mais en tout cas les pionniers à les mettre en bouteille. Voilà. Donc, il y a 2 familles réunionnaises de liquoristes à La Réunion. Il y a la famille Châtel dans le nord de l'île et la famille Isotier dans le sud de l'île, qui sont toutes les deux des familles anciennes et qui ont tous les deux démarré à des dates similaires à commencer à mettre les arrangés en bouteille. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Ça, c'est quelque chose qu'on a inventé. Parce qu'avant, chacun le faisait dans des bocaux, dans des jarres, dans des dabjanes chez eux, mais pas en bouteille. Nous, on était les premiers à les mettre en bouteille. Ça, c'est sûr. Donc, ça, c'était dans les années 70. Donc, on avait un produit qui s'appelait Ginger Leak, qui est l'ancêtre de notre gingembre citron, qui est aujourd'hui l'une de nos recettes phares. Et donc voilà, c'est clairement 1970, on est sûr et certain qu'en 1970, on avait le Ginger Leak. Ça, c'est sûr, on a des archives, on a des preuves, on a même une bouteille. Fort probablement, on faisait des arrangés avant, mais comme on ne veut pas mentir, on ne le dit pas parce qu'on n'a pas d'archives concrètes. Mais forcément, comme tout Réunionnais, on faisait des arrangés nous-mêmes. Ce qui est très important pour comprendre ce que c'est qu'un arrangé, c'est nécessairement avec de la macération. S'il n'y a pas de macération, c'est pas un arrangé. Et c'est pas un problème de noblesse ou pas de noblesse, c'est juste une façon de faire différente. Donc, quand on mélange un jus de fruits tropical chez nous avec du rhum, c'est ce qu'on appelle plutôt un punch. D'accord ? Et nous, notre gamme de punch, c'est notre gamme qu'on dit aromatique, qui est 100% naturelle, avec des jus de fruits, de litchi, d'ananas Victoria, de passion, etc., qui sont des fruits locaux, et ça fait des punchs. Après, les arrangés, c'est la macération de fruits et d'épices dans du rhum pendant une certaine durée. Et la clé pour nous, pour réussir, qu'est-ce qui a fait que les arrangés sont sortis de leur territoire ? Là, pour le coup, par contre, je peux dire de manière certaine que c'est grâce à Isotier. Je peux dire aujourd'hui que si la maison, et je le dis d'autant plus facilement que j'étais pas là, donc je suis pas en train de tirer la couverture à moi, la famille Isotier qui a été la première à avoir la volonté de faire sortir la tradition réunionnaise des arrangés de leur territoire et à les emmener en France. Très clairement. Donc, avant Isotier, il n'y avait pas d'arrangés en France. Sauf, évidemment, dans les familles réunionnaises qui en faisaient chez eux. D'accord ? Là, bien sûr, il y en avait. Et il n'y en avait pas dans les commerces métropolitains. Donc, on est arrivé avec ça, un peu la boule au ventre, parce que les Réunionnais sont des gens très timides et très introvertis, mais en aimant tellement notre territoire et tellement nos produits qu'on avait envie de leur donner l'opportunité de réussir et de faire parler la Réunion. Et l'idée de génie qu'ont eu mes prédécesseurs, c'est deux choses. D'abord, de les présenter dans des bouteilles relativement petites, d'accord ? Et de les présenter givrées, en consommation givrée. L'avantage que ça a, c'est que ça atténue le feu du produit, ça le rend plus facile à boire, d'une part. Et pourquoi j'insiste sur la bouteille petite ? Parce que la bouteille petite est en plus carrée, on peut la mettre au congélateur, et du coup, elle ne roule pas dans le congélateur. Et ça a été l'élément déclencheur de faire passer la tradition de l'arrangé, qui était un produit qui se consommait majoritairement en shooter, à température ambiante, en digestif à La Réunion, vers un produit qui se consomme ou en digestif ou en apéritif, et notamment aujourd'hui énormément en base cocktail. Et ça a vraiment tout changé, et ça a popularisé l'arrangé, ça
créer une catégorie. Donc, on a vraiment la fierté, pour le coup, d'avoir, à notre échelle d'une PME ultramarine, créé une catégorie de spiritueux. C'est pas tout le monde qui peut se prévaloir de ça, donc on est extrêmement fiers de ça. Aujourd'hui, c'est une catégorie à part entière dans le monde des spiritueux. Il y a au moins une centaine de marques d'arrangés. Il y a plus de région de France qui n'a pas d'arrangés. Donc ça, c'est formidable. Et nous, on adore les rhums. Aujourd'hui, on est un peu contrarié parfois par ce qu'on voit et par ce qu'on goûte, parce que c'est pas toujours à notre goût et ça correspond pas toujours à la tradition réunionnaise des arrangés, puisque dans la tradition réunionnaise des arrangés, un arrangé, ça se fait avec du rhum de sucrerie et pas avec du rhum agricole, pour des raisons organoleptiques. On adore le rhum agricole, mais il est tellement puissant et végétal qu'il a tendance à couvrir le goût de la macération. Donc, on préfère très nettement du rhum de mélasse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rhum arrangés qui sont faits avec du rhum agricole. C'est original, mais c'est pas la tradition. Mais c'est bien quand même, hein, c'est juste différent. Et à nouveau, je rappelle qu'on est un territoire qui aime unir et proposer beaucoup de choses. Donc, c'est pas nous qui allons décrier les autres façons de faire. C'est juste que c'est pas la façon historique, traditionnelle de faire des arrangés. Donc ça, c'est un point. Et l'autre point qui aujourd'hui nous chagrine, nous, parce qu'on ne le fait pas de manière très volontaire, c'est toutes les marques d'arrangés, et il y en a X, qui laissent les fruits ou les épices en macération dans la bouteille. Ça, pour toutes les raisons du monde, on ne souhaite pas le faire. La première des raisons, et la plus importante, c'est des raisons organoleptiques. C'est comme si tu demandais à un cuisinier, tu vas dans un grand restaurant, tu commandes un plat, et qui te dit, écoutez, j'ai mis les produits à cuire, ils sont sur la casserole, dès que vous avez faim, vous allez les chercher. Et ça, c'est pas ça le métier. Le métier d'un liquoriste, d'un fabricant de rhum arrangé, c'est de proposer un goût qui soit constant. Nous, on fait cette macération, on met des fruits, on met des épices, et c'est nous qui décidons du moment où le produit a fini de macérer. Donc, on a une autre femme, donc on a Marie Ferrand pour les rhums, et on a Louise Bouilloux pour tous nos arrangés, dont le métier est de s'assurer de cette macération, de concevoir des recettes et d'adapter les durées de macération en fonction de la maturité des fruits et des épices. Évidemment, une même recette, le fruit ne va pas être récolté nécessairement au même moment, donc il ne va pas avoir besoin de macérer le même temps. Et comme on veut que le produit ait toujours le même goût, c'est nous-mêmes qui retirons les fruits et les épices, c'est nous qui filtrons, et le produit qu'on met dans la bouteille, il a le même goût. Et ça, c'est hyper important pour nous, parce que sinon, nous avons l'impression de tromper le consommateur. Parce qu'on lui propose un produit, et finalement, on ne sait pas quel goût il va avoir. Alors, et là où ça peut nous desservir parfois, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens en France, dans l'Hexagone, se disent: ah oui, mais un bon arrangé, il faut qu'on voit les fruits et les épices. Bah oui, mais non. Pour les raisons que je viens d'exposer, il ne faut pas voir les épices. Pour ces raisons-là, parce que finalement, un produit va être bon un jour, et souvent, il est bon quand il est frais, souvent. Mais si on garde un peu trop longtemps, il est souvent plus beau. Et nous, on veut que nos produits soient bons tout le temps. Et en plus, quand on les garde au congélateur, ils s'abîment encore moins avec le temps. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est vraiment une raison organoleptique. Et je dirais que c'est 90% de notre décision de ne pas présenter les fruits et les épices en entier dans le rhum arrangé. L'autre raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est toujours la même, c'est de ne pas tromper les consommateurs. À savoir que nous, vous achetez 70 centilitres d'un rhum arrangé isotier ou 50 centilitres, vous avez 50 centilitres de rhum arrangé. Quand il y a des fruits et des épices dedans, tu verses, tu mesures, et tu verras que tu n'as pas 70 centilitres de rhum arrangé. Donc les prix indiqués sont au litre, sont pas conformes à ce que tu payes réellement. Et ça, nous, on ne souhaite pas le faire parce que c'est une responsabilité d'entreprise et c'est un risque d'entreprise qu'on ne souhaite pas prendre. Nous, on veut que les gens qui nous consomment payent 70 centilitres ou 50 centilitres et consomment 50 centilitres ou 70 centilitres. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc, voilà pourquoi, voilà comment les arrangés sont nés, voilà pourquoi ils ont été popularisés, voilà comment ils sont arrivés en métropole, voilà ce qu'ils sont devenus et voilà pourquoi on les fait nous aujourd'hui tel qu'on les fait. Donc c'est une longue histoire, mais qui est hyper importante et qui est un vrai motif de fierté et qui vraiment, pour le coup, en termes d'ambassadeurs de la Réunion, les arrangés, c'est extraordinaire. Ouais, et puis c'est vraiment constitutif de votre ADN aussi et de votre histoire. Ça, c'est sûr. Si on continue un peu à parler savoir-faire et que je dirais on remonte la chaîne d'élaboration du rhum, tout commence avec la culture de la canne à sucre. Est-ce que tu peux nous parler, vous, un peu de votre fonctionnement et de la manière dont vous exploitez
cette canne à sucre? Ouais. Alors, je te disais tout à l'heure, hein, nous, on a 550 hectares de terre, dont 230 hectares de canne à sucre. Alors, elles sont pas toutes. Dans les 230 hectares, on a 90 hectares qui sont dits en fermage, c'est-à-dire qu'on les loue à des exploitants qui n'appartiennent pas au groupe Isotier. Et le reste, pardon, on a 230 hectares qu'on exploite nous-mêmes et 90 hectares qu'on met en fermage. Pardon, j'ai pas été très clair. Mmh. Nos 230 hectares, on a des équipes qui sont là et qui les exploitent. Et comme on est à la Réunion, il faut bien s'imaginer le territoire volcanique. Donc, c'est une île pour ceux qui ne sont pas encore venus, mais qui le feront évidemment à la suite de ce podcast. C'est une terre volcanique qui est très jeune encore, la Réunion, et qui est très vallonnée, qui est très haute. La Réunion, c'est le sommet de l'océan Indien, le Piton des Neiges, plus de 3000 mètres d'altitude, qui s'escalade. Il faudra qu'on parle de trail à un moment dans le podcast. C'est très éloigné du Rhum, mais c'est aussi constitutif de la Réunion. Donc, c'est une île qui monte très vite en altitude. C'est vraiment un magnifique caillou posé au milieu de l'océan. Et les terres, à l'époque, quand on achetait des terres, elles étaient attribuées de ce qu'on appelle à l'époque du battant des lames au sommet des montagnes. Donc, en fait, on donnait des bandes de terre qui faisaient une certaine largeur, qui allaient de la mer jusqu'à la fin de la montagne la plus proche. Donc, nous, nos terres, elles vont de 0 mètre d'altitude jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Voilà. La canne à sucre, elle pousse pas jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Elle pousse bien jusqu'à à peu près 600 mètres d'altitude. OK? Et OK. au-dessus, c'est la partie dont je parlais tout à l'heure, où on fait de l'élevage bovin. Et de 0 à 600 mètres d'altitude, on a nos 230 hectares de canne à sucre. Et là, on travaille beaucoup avec un laboratoire réunionnais qui s'appelle Aircan, qui est un laboratoire mondialement reconnu dans le monde de la canne à sucre. Et on étudie, suivant les parcelles, est-ce qu'on est en zone irriguée, une irrigation forcée, ou est-ce qu'on est en irrigation naturelle? Est-ce qu'il y a beaucoup de soleil? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil? Est-ce qu'il y a beaucoup de vent? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de vent? Est-ce qu'on est soumis aux embruns marins ou est-ce qu'on n'est pas soumis aux embruns marins? Et en fonction de ça, on a des variétés de cannes qui varient en fonction des territoires. Donc voilà, on a une dizaine de types de cannes à sucre qui sont exploités sur nos terres en fonction des parcelles, en fonction de toutes les typologies du terrain. L'idée étant évidemment d'avoir les meilleurs rendements de canne à sucre pour pouvoir obtenir un maximum de canne et de sucre pour le territoire. Superbe. La production de canne, elle baisse structurellement à La Réunion. Pour sécuriser vos volumes et puis aussi pour vous, j'imagine, vous projeter sur les temps longs, vous avez pris une décision et vous avez investi dans une distillerie en Tanzanie, au pied du Kilimandjaro. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix et qu'est-ce qui va impliquer pour la suite du développement d'Isotier? Alors, vaste question. Tu me dis si je parle trop. C'est parfait. Vaste question, parce que effectivement, la production de canne à sucre à La Réunion est structurellement en baisse depuis des années, pour plein de raisons. Il y a des raisons de pénibilité du travail, extrêmement dur d'être dans les champs toute la journée. Il fait extrêmement chaud, il fait de plus en plus chaud avec le réchauffement climatique. L'hygrométrie n'est plus du tout ce qu'elle était, et c'est vraiment une plante, comme toutes les plantes, qui est particulièrement sensible à l'hygrométrie. Donc, il faut qu'il pleuve la bonne quantité d'eau au bon moment, suivant le cycle de pousse de la canne. Or, aujourd'hui, on est dans une période où soit il pleut beaucoup trop, soit il pleut pas assez. Et quand il pleut beaucoup trop ou pas assez, c'est pas au bon moment. Donc, les rendements liés à la pluviométrie sont de plus en plus dégradés. Le travail est du coup de plus en plus dur. Et malheureusement, structurellement, le sucre est un métier qui est un produit qui est mondialisé, d'accord? Donc, le cours du sucre est un cours mondial. Donc, on peut pas dire: «On va vendre plus cher du sucre de La Réunion parce qu'il vient de La Réunion». Le cours du sucre de La Réunion, il est sur le cours mondial du sucre et il est vendu au final au même prix que tous les autres sucres. Mmh. Au delta près, hein, on va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, c'est ça qu'il faut retenir. Par conséquent, le seul moyen, comme ça coûte très cher à La Réunion parce que le territoire est petit, il faut bien imaginer la taille de La Réunion. La Réunion, c'est grand comme la moitié de la Corse, comme la Guadeloupe plus la Martinique cumulée, c'est petit, quoi.
En face de nous, on a la Chine, l'Indonésie, la Tanzanie, le Kenya et surtout le Brésil qui font de la canne à sucre, avec des volumes qui sont délirants par rapport aux nôtres. On ne peut pas se comparer. Donc, nécessairement, nos coûts de fabrication, ils sont plus élevés que nos compétiteurs et on est dans un cours mondial. Donc nécessairement, c'est un produit qui est très subventionné aujourd'hui par l'Europe, par la France, pour lui permettre d'être encore générateur de revenus pour les personnes qui les exploitent, mais faiblement. Et on a un vrai problème dans la filière de rentabilité parce que c'est très dur pour des personnes qui travaillent extrêmement difficilement tous les jours de se dire qu'ils se lèvent le matin mais qui dépendent de subventions. Psychologiquement, c'est très rude. Donc il y a un problème structurel de financement du sucre à La Réunion. Toute la filière est en train de travailler, en train de réfléchir pour essayer de trouver des solutions. Mais globalement, ça détourne énormément de jeunes du métier de la canne. Il y a moins en moins de jeunes qui veulent venir faire de la canne à sucre. Si tu ajoutes à ça le fait qu'il y a de plus en plus de molécules de désherbants qui sont interdites en Europe, qui font baisser les rendements, tu rajoutes à ça le réchauffement climatique, tu rajoutes à ça la typologie du terrain réunionnais. A plus B plus C plus D plus E plus F fait que nécessairement, mécaniquement, la quantité de canne disponible et les rendements canniers sont de plus en plus faibles et donc la production s'amenuise avec le temps. Donc on est passé de 2 millions de tonnes de canne par an à La Réunion, historiquement, il y a une dizaine d'années. Et cette année, on va faire la plus mauvaise campagne de l'histoire, enfin de mémoire d'hommes vivants. On va faire 1 million de tonnes. Alors c'est en plus renforcé par cette année parce qu'on a eu un gros cyclone au mois de février en 2025 qui a beaucoup abîmé toutes les cannes du nord de l'île, qui renforce encore le sujet, parce qu'en plus, ces cyclones sont de plus en plus violents. Bref, tu mets tout ça bout à bout, la quantité de canne disponible est de plus en plus faible, et par voie de conséquence, la quantité de mélasse ou de jus de canne est de plus en plus faible. Donc la quantité de matières premières disponibles pour fabriquer du rhum, ça menuise, d'accord ? Néanmoins, alors, il y a 3 grandes distilleries à La Réunion, 2 dans le nord, 1 dans le sud. Ensuite, c'est nous. Nous, on ne fait que du rhum traditionnel à partir de notre distillerie, d'accord ? Les 2 autres font et du rhum traditionnel et du rhum dit léger, c'est-à-dire du rhum qui ne rentre pas dans l'indication géographique de La Réunion. Et c'est du rhum qui est vendu en vrac à l'export pour des marchés autres, d'accord ? Et le rhum traditionnel est plus difficile à faire, il est plus complexe, il est plus raffiné et du coup, il coûte un peu plus, il est un peu mieux valorisé que le rhum léger. Mais néanmoins, la quantité de rhum léger est bien supérieure à la quantité de rhum traditionnel qui est fabriquée. Donc, même si la quantité de mélasse disponible diminue beaucoup, elle reste largement suffisante pour fabriquer les rhums traditionnels de La Réunion, à date. Donc, à date, tu me dis si je ne suis pas clair, hein, je sais que c'est un peu complexe comme métier, comme sujet, mais à date, il n'y a pas de risque, tant que les 2 sucreries sont debout, il n'y a pas de risque que la quantité de mélasse disponible ne permette plus de fabriquer du rhum traditionnel à La Réunion. D'accord ? Ouais. Néanmoins, si on continue comme ça, il faudra rapidement qu'il y ait une des 2 sucreries qui ferme. Et à partir de là, nul n'est prophète en son pays et on ne sait pas dire si jamais la filière canne ne va pas s'effondrer. Donc il y a quand même un risque important à horizon que je ne sais pas identifier, mais une dizaine d'années, voilà, que la filière canne à La Réunion s'effondre, tout simplement. Donc nous, chez Isotier, on a l'opportunité d'avoir nos propres cannes. Je te l'ai dit tout à l'heure, on a reconstruit une nouvelle distillerie avec un moulin pour faire du rhum agricole, pour aussi se réapproprier le savoir-faire du broyage parce que c'est très technique et très particulier. Donc nous, quoi qu'il arrive, mais très égoïstement, et on n'aime pas être égoïste, on saura toujours fabriquer du rhum Isotier à La Réunion. Même si ça doit être que du rhum agricole. Et c'est pas du tout l'objectif. Parce que je l'ai dit aussi, on adore tous les rhums. Et aujourd'hui, je l'ai dit également, l'indication géographique de La Réunion impose que la mélasse soit locale. Donc si on devait, dans le futur, pour fabriquer du rhum de La Réunion, ne plus utiliser de mélasse locale parce qu'il n'y en a plus, ça voudrait dire qu'il faudrait importer de la mélasse à La Réunion. Et donc, pour ça, il faut modifier l'IG. Or, modifier une IG, c'est un travail titanesque. Parce qu'on remonte au niveau de l'Europe, toutes les IG sont liées entre elles de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion. Donc si on en modifie une, il faut toutes les modifier. Et tout le monde ne va pas être d'accord pour les modifier, on peut imaginer. Donc, si on devait importer de la mélasse, on pourrait le faire, mais ça s'appellerait sûrement plus rhum de La Réunion.
En tout cas, pendant le temps de modifier l'IG. Donc, il y a ces risques-là qui pèsent et être entrepreneur, c'est vivre avec des risques. Donc, nous, on s'est dit quoi à partir de là? On saura toujours faire du rhum isotier, on l'a dit, mais néanmoins, on a nos marchés en expansion de rhum arrangé à l'export. On l'a dit aussi tout à l'heure que finalement, le terroir n'est pas nécessairement le plus fondamental dans le goût du rhum. D'accord? Ce qui est le plus important, c'est la fermentation, la distillation et quand il y a vieillissement, le vieillissement. D'accord? Même si c'est très important, c'est pas le plus important. Donc on s'est dit, ce savoir-faire, on peut le faire ailleurs. Voilà. Donc on a eu l'opportunité de co-investir dans une distillerie en Tanzanie. Et donc on a décidé stratégiquement d'investir dans cette distillerie en Tanzanie et de construire cette distillerie en Tanzanie qui pourra, si on en a besoin, ce qu'on ne souhaite pas, mais sait-on jamais ce qui peut arriver, et notre rôle, c'est de prévoir, si on en a besoin, dans le futur, d'avoir de la mélasse ou du rhum qu'on pourra faire à notre goût, puisqu'on est partiellement, on est copropriétaire de la distillerie, donc on pourra travailler à avoir le bon goût et avoir un goût isotier, même si c'est fabriqué en Tanzanie. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on a investi en Tanzanie. Mais c'est pas la seule, parce que peut-être qu'on n'en aura jamais besoin. Donc on n'investit pas aussi en se disant, bon, si on n'en a jamais besoin, bon, on investit pour rien. C'est pas l'idée, quoi. Donc, comme on est je t'ai dit, on est une start-up de 180 ans, donc on a décidé de se développer, on a décidé de développer le groupe, on a monté un plan de développement assez ambitieux qui est basé sur 3 axes qui sont ambition, diversité et responsabilité. D'accord? Avec tout ce que ça regroupe. Donc l'ambition, ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de notre territoire et qu'on n'ait pas peur de sortir de notre territoire. La diversité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à faire les rhums de La Réunion qu'on adore, mais on ne doit pas faire que des rhums à La Réunion, d'accord? On ne doit pas rester que à La Réunion, donc il faut qu'on en sorte. Et la responsabilité, ça veut dire que si on investit, on doit investir dans des outils de production qui sont au top de la technologie et qui prennent en compte l'environnement. Donc la distillerie qu'on est en train de créer en Tanzanie avec nos partenaires, c'est une distillerie avec des énergies renouvelables. C'est une distillerie où les vinasses vont être traités pour être granulés, pour resservir d'engrais. C'est une distillerie qui sera à la pointe de la technologie. Ça, c'est très important. Et donc, ce qu'on est en train de créer, c'est d'aller chez un voisin. La Tanzanie, c'est un voisin de La Réunion. C'est une région où l'agriculture, l'industrie et l'énergie sont au cœur du développement local. Okay. L'État tanzanien est appliqué aussi, et donc c'est un projet qui n'est pas un changement de direction pour nous, tu vois. C'est la continuité d'une idée simple. C'est que l'excellence tropicale qu'on souhaite incarner, elle se construit à plusieurs. Elle se construit ensemble, elle se construit aussi avec nos voisins. Donc, la Tanzanie, c'est pas isotier en Tanzanie, c'est une coopération régionale. D'accord? Donc, c'est produire sur place, c'est créer des emplois, c'est renforcer un tissu industriel local. La Réunion reste notre socle et elle restera notre socle. Et la Tanzanie devient un partenaire. C'est ça qu'on veut incarner. Okay. Et du coup, on veut que l'océan Indien soit, comment je pourrais dire ça, un terrain de coopération industrielle intelligente. Voilà. Ok, super intéressant. Tu nous en parlais effectivement de la distillation. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ce savoir-faire est représenté chez Isotier et un peu nous parler de vos installations, de vos alambics sur cette facette ultra importante de l'élaboration du rhum? Bien sûr, très important. Alors déjà, et avant tout, et à nouveau, le plus important dans l'élaboration du rhum, c'est les hommes et les femmes qui travaillent à élaborer ce rhum. Donc, les distilleries Isotier, c'est des équipes. C'est une maître de chai, donc Marie Ferrand, dont je t'ai déjà parlé, et c'est elle qui incarne la ligne directrice de nos produits. Donc, il n'y a pas un rhum qui sort de chez nous sans que Marie l'ait goûté avant et qu'elle l'ait validé et que ça corresponde à ce qu'elle a envie de faire. Et Marie ne travaille pas toute seule, elle travaille avec des équipes. Et évidemment, sans ces équipes-là, le rhum n'existerait pas aujourd'hui. Donc, il faut toujours leur rendre hommage parce que ce sont des personnes dont on parle moins, mais qui sont hyper importants. Un maître de chai ne travaille pas tout seul, quoi. Donc ça, il faut pas l'oublier. Donc, on a 2 types de distilleries. Donc, on a notre distillerie principale qui est à Fredlin, dont je te parlais tout à l'heure. Donc là, on est sur une distillation dite continue. D'accord? Donc, c'est une colonne de distillation. La campagne
de distillation suit la campagne sucrière à La Réunion. Donc, comme on est dans l'hémisphère sud, c'est sur le 2e semestre de l'année. C'est de juillet à décembre. OK? De juillet à décembre, on distille en continu. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On fait juste une pause au milieu pour faire notre campagne de rhum agricole. Parce qu'on disait tout à l'heure, c'est très on fait à peu près 90% de rhum agricole, de rhum de mélasse, pardon, et 10% de rhum agricole, voire même 95,5 en volume. Et donc, on planifie la campagne de rhum agricole au milieu de la campagne sucrière lorsque la richesse de la canne est la meilleure. Et ça, c'est généralement première quinzaine d'octobre. Donc, vers la fin septembre, on arrête la colonne, on la nettoie, on lance la distillation de rhum agricole, on fait 1 semaine à 2 semaines de rhum agricole, on réarrête, on renettoie et on redémarre pour le rhum de mélasse jusqu'à la fin décembre. Ok. La colonne en elle-même, c'est une colonne multi-étagée, c'est une colonne dite Sofac. Donc, c'est une colonne qui a 17 plateaux d'épuisement en inox, sur lesquels on a 4 plateaux de dégazage en cuivre. Et en plus de ça, on a une colonne de concentration qui est toute en cuivre, elle, dans laquelle on a 19 plateaux. Voilà. Donc, c'est très technique. Je ne sais pas s'il faut rentrer dans trop de techniques, mais voilà à peu près les caractéristiques techniques de la colonne. Donc ça, c'est à Fredlin. Et à Bérive, dans notre nouvelle distillerie, on n'est plus en colonne, on est en hybride. On est en alambic hybride de la marque Muller. Donc là, on a 2 alambics. On a un alambic 1000 litres et un alambic de 230 litres. Ils sont tous les deux avec colonne. Et si je dirais, on termine ce cycle d'élaboration du rhum avec le vieillissement, vous, comment est-ce que c'est organisé? Est-ce que tu peux nous parler un peu de vos chais et puis je dirais, des grandes caractéristiques de vieillissement que vous appliquez chez Isotier? Ouais. On a plusieurs spécificités. D'abord, parce que notre chai est tout petit, beaucoup trop petit, diraient certains. Certains, c'est moi. Donc, on a un projet en cours de créer un nouveau chai de vieillissement parce qu'aujourd'hui, on dispose de très, très peu de fûts. On a 470 fûts de 350 litres. Ce qui, à l'échelle d'une distillerie comme la nôtre, est vraiment trop peu. Donc, c'est ce que les cognacais appelleraient le paradis. Tu vois, je sais pas si on va en Cognac, ils ont le paradis où ils ont leurs meilleures eaux de vie. Et à côté de ça, ils ont le reste de leur chai de vieillissement dans lequel ils ont des super produits, mais qui ne sont pas les meilleurs des meilleurs. Bon, nous, on n'a que le meilleur des meilleurs, à date. Et du coup, ça nous interdit d'attaquer certains marchés parce qu'on n'a tout simplement pas les jus qui vont. On ne va pas mettre des rhums aussi exceptionnels en grande distribution. Pas parce que les gens ne les méritent pas, pas du tout, mais parce que malheureusement, ils coûtent très très cher et qu'il y aura personne pour les acheter à ces prix-là en grande distribution. Or, nous, on veut pouvoir faire plaisir à tout le monde et tout le monde n'appréciera pas un rhum qui a 18 ans et qui a 60 degrés. Et voilà, donc il faut aussi des rhums pour les gens qui découvrent le rhum, c'est hyper important. Et donc, on a aussi envie de pouvoir proposer ça. Donc aujourd'hui, on n'a que ce chai-là. On a une autre spécificité, c'est qu'on n'est pas du tout en vieillissement à base de fût de Bourbon. Aujourd'hui, le monde du rhum, c'est entre 95 et 98% des ex-fûts de Bourbon. Nous, on a 0 ex-fût de Bourbon. Donc, on a 2 types de fûts. On a des ex-fûts de cognac. Et on a, grande spécificité chez nous, je pense qu'on n'est peut-être pas les seuls au monde, mais en tout cas, on est très très peu, on a beaucoup de fûts neufs. Donc, le vieillissement chez nous, il se fait, d'abord, on fait un vieillissement à haut degré d'abord, en fût neuf, pendant 6 mois à 1 an, et après, on les bascule sur des fûts roux. Les fûts roux, c'est un fût qui a déjà contenu notre vie précédemment. Alors, quand on a créé ce chai-là en 2004, notre nouveau chai, j'ai envie de dire, mais qui a maintenant plus de 20 ans quand même, évidemment, tous les fûts roux, c'est des ex-fûts de cognac. Et aujourd'hui, de plus en plus, nos ex-fûts roux sont des ex-fûts de rhum isotier. Et au fur et à mesure, on sort nos ex-fûts de cognac et on ne garde que des fûts de rhum isotier. Notre objectif de notre paradis, qui est très jusqu'au boutiste et puriste, et je pense qu'on sera les seuls au monde à faire ça, ce sera d'avoir des rhums vieux isotiers en fûts de rhum isotier. Voilà. Ok. Donc, on tend vers ça. On n'y est pas encore complètement, mais on tend vers ça. Donc, c'est vraiment des produits qui sont exceptionnels, qui sont hyper reconnus. On a des médailles tout le temps, même si les médailles ne veulent pas tout dire. Mais en tout cas,
Sur les salons, clairement, on a des gens maintenant qui viennent et qui reviennent pour ces produits-là parce qu'ils les trouvent, absolument incroyables. Alors il y a des gens qui aiment pas parce que c'est assez clivant comme toujours, hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est avant tout une histoire de goût, le rhum. Moi, j'ai absolument pas la prétention de dire, qu'on fait le meilleur rhum du monde. On fait le meilleur rhum isotier, ça c'est sûr. Mais pour le reste, le meilleur rhum du monde, c'est celui que tu aimes le plus. Et surtout, moi ce que pour moi, c'est hyper important, le rhum, une eau de vie de partage, c'est une eau de vie multiculturelle, et ce qui est hyper important, c'est de goûter. Quand on aime le rhum, il faut goûter et on a tout à fait le droit et moi je revendique, d'aimer des rhums de partout dans le monde et il faut c'est ça le plaisir du rhum, c'est le partage et c'est sa diversité, quoi. Il y a des cultures du rhum entre la culture anglo-saxonne, la culture hispanique, la culture française. Ça donne des produits extrêmement différents et il faut pas, se focaliser sur un produit. C'est dommage, en fait. C'est dommage et derrière on va aimer et parfois des gens vont adorer des produits à nous et en aimer pas du tout d'autres. Parce que c'est pas à leur goût à ce moment-là. La seule chose qu'il y aura toujours chez nous, c'est une ligne directrice, une signature organoleptique. Moi, ce qui est certain, c'est que nos rhums vieux, les yeux fermés à l'aveugle, je te les distingue entre 100 rhums. Ça, c'est sûr. Mais après, on aime, on n'aime pas, on aime plus ou moins, et là, c'est vraiment le goût de chacun. Ça, c'est très important. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, voilà comment on fait nos rhums vieux chez Isotier. Voilà. Magnifique. Bah, écoute, ça nous fait une transition en plus toute trouvée pour aller maintenant un peu comprendre ta gamme, qui est quand même effectivement assez large. Elle marie mélasse, pur jus de canne, rhum blanc, vieillissement arrangé. Est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui effectivement comment tu articules ta gamme euh, parmi ces références? Alors c'est vrai que la gamme est vaste, ça c'est sûr, que je te l'ai dit tout à l'heure, nous notre plaisir c'est de pouvoir faire découvrir le rhum et faire découvrir la richesse de la Réunion à travers nos rhums, à tout le monde. Alors à tout le monde en âge de consommer, hein, je le rappelle, c'est important et nous on ne prône absolument pas la consommation massive, on prône la responsabilité. Je t'ai dit tout à l'heure, hein, dans nos axes de développement, il y a la responsabilité. Donc on veut surtout pas que on veut que ça reste un produit de plaisir et un produit de partage. Et par contre, on a travaillé nos gammes pour essayer de proposer un ou différents produits à tous les palais. Il y a des palais qui sont plus ou moins exercés au spiritueux, qui sont plus ou moins exercés au rhum, et tu peux pas leur proposer la même chose. Parce que si tu leur proposes des produits trop complexes, trop élevés en degrés, tu vas les dégoûter, ils vont plus jamais revenir au rhum. Et ils vont jamais venir à La Réunion, ce qui serait le pire du pire. Donc on a 2 gammes. On a une gamme qui est, grand public et attention, j'insiste, quand je dis grand public, ça ne veut pas dire moins qualitatif. D'abord, qualitatif, ça ne veut rien dire, c'est extrêmement galvaudé comme terme. Tout est fait avec le même amour, d'accord? C'est juste que ça ne s'adresse pas au même palais. C'est ça que ça veut dire. Donc, la gamme dite grand public, pour nous, telle que nous on l'a conçue, c'est une gamme qui doit, heu, permettre à des gens qui connaissent pas le rhum de la Réunion, de goûter des rhums de la Réunion sans en être, inquiétés. Parce que c'est trop complexe, trop difficile, trop puissant. Donc il faut qu'on adresse ces là. Pour ça, on a des rhums blancs, des rhums bruns, des rhums vieux, des rhums arrangés, dédiés à ces personnes-là. Ça, c'est très important. Et ça, ce sont les rhums que tu vas retrouver en métropole, en grande distribution. D'accord? Donc nos arrangés que tu trouves en grande distribution en métropole, ils ont été faits avec le même amour, avec le même soin, avec la même macération. Ils sont juste organoleptiquement différents. Globalement, ils Ok. sont plus sucrés. D'accord? Et avec des compositions, organoleptiques qui sont plus simples. D'accord? Versus notre gamme de rhum arrangé que nous on a appelé la fresque de la Réunion. On a 4 produits qui racontent les différentes, géographies de la Réunion. On a l'océan, le volcan, l'intensité des cirques de la Réunion et le côté tropical de l'île. Donc ça, c'est les produits qu'on va retrouver en cave, en France, qui sont avec moins de sucre, qui sont à des degrés un petit peu plus faibles et qui expriment des choses différentes. On adore les 2, mais ça raconte 2 histoires différentes. C'est très important. Ça, c'est pour les arrangés et pour les rhums blancs, pareil. Donc, les rhums blancs en grande distribution pour le grand public, on a des rhums à l'école, enfin, 1 rhum à l'école à 55 degrés et 2 rhums de mélasse, un à 40, un à 49 degrés. OK. Et en cave, on a nos agents doubles dont je t'ai parlé tout à l'heure,
donc l'agent double 01 et l'agent double 02. Et dernièrement, depuis 2 ans, notre agent double fusion, qui est une première mondiale de co-fermentation de jus de canne avec de la mélasse, qui depuis a été reprise par d'autres, dont une personne que tu as reçue il n'y a pas très longtemps et que je salue si elle nous écoute, qui a fait la même chose à la Barbade, et c'est super. Et mais c'est important de partager ce type de savoir-faire. Et d'ailleurs, j'ai pas encore goûté son produit et j'ai hâte de le faire parce que c'est génial de voir le même type de technologie, ce que ça donne à La Réunion et ce que ça donne à la Barbe. À nouveau, produit de partage, produit de plaisir. Du plaisir, on en a partout et c'est ça qui compte, quoi. Donc voilà pour les gammes. Et après, on a nos ponges dont j'ai déjà parlé, donc on appelle nous les gammes aromatiques. On est vraiment au cœur du fruit tropical et du jus de fruits. Et on vient de sortir à La Réunion des cocktails prêts à boire en canette, qui sont 4 parfums réunionnais: le litchi, le tangor, l'ananas Victoria et la passion. Voilà pour la gamme. Magnifique. On le disait plus tôt, donc là, vous fêtez vos 180 ans et à cette occasion, vous avez lancé une cuvée d'exception, un rhum agricole vieilli 18 ans, un fût unique. Est-ce que tu peux nous présenter cette cuvée et puis nous expliquer un peu la démarche derrière celle-ci? La démarche, elle était d'avoir une cuvée qui raconte nos 180 ans, qui parle de La Réunion, qui a toujours cette trame dont je te parlais, cette signature organoleptique isotier. Donc on s'est dit 180 ans, 18 ans, c'est bien, ça colle, c'est pas mal. Donc c'est un single cask, tu l'as dit, c'est un millésime de 2006, donc distillé en 2006, qui a été mis en vieillissement début 2007. Donc il a été mis en vieillissement à très haut degré, il a été mis en vieillissement à 75,1 degrés, tu vois, donc c'est très élevé. Comme je te l'ai dit, en fût neuf, puis transféré en fût roux, hein, donc il a été transféré en fût roux en 2008, donc ils ont passé à peu près 1 an en fût neuf. Et on les a sortis de fût début juin 2025. Et voilà, ils sont bruts de fût. Donc entre le moment où on les a mis en vieillissement et le moment où tu les consommes, donc ils sont passés 75,1 à 65,4 degrés en 18 ans. Fameuse part des anges. On aime partager avec les anges. Donc c'est des produits qui n'ont pas été filtrés. C'est un single cask, que tu l'as dit. Il y a 422 bouteilles, donc c'est très peu. Donc il y en a 180, c'est bien trouvé, 180 pour la France hexagonale et le reste qui est vendu à La Réunion, en particulier à notre musée. Et il y a un élément qui est important pour sortir du simple rhum, puisque j'insiste à nouveau là-dessus, mais c'est tellement important chez nous que je peux que le répéter, c'est que Provence, c'est notre territoire. Donc l'étiquette, elle est très particulière. Elle fait référence à une tradition réunionnaise qu'on appelle le tapis mendiant. Le tapis mendiant, c'est quoi? C'est les tapis des nourrissons. C'est les tapis qu'historiquement, plutôt les grands-mères fabriquaient pour leurs petits-enfants à partir de chutes de tissus qu'elles trouvaient à droite, à gauche, et qui servaient du tapis auquel les enfants ont posé les nourrissons et les bébés pour qu'ils jouent quand ils étaient petits. Et c'est devenu un art à La Réunion. Aujourd'hui, il y a des tapis mendiants qui valent des milliers d'euros, qui valent des fortunes, parce qu'ils sont absolument magnifiques, ce sont des pièces de collection. Et donc, ça fait partie de la culture réunionnaise. Donc, l'étiquette de cette bouteille de 180 ans, c'est « Reprends un tapis mendiant ». Et on a écrit isotier dessus, dans chaque cellule du tapis mendiant. Ce sont des hexagones. On a repris les polices d'écriture des différents logos isotiers à travers le temps. Donc, chaque lettre reprend l'un des logos de la maison. C'est ça d'être vieux, c'est qu'on a plein d'histoires à raconter. Donc voilà l'histoire de cette cuvée, et c'est un produit qui est une fois aéré, qui a un goût de bois ciré, qui est très épicé. Tu auras du poivre gris, de la vanille, un peu de cannelle, du chocolat au lait, du cigare, du cuir. Tu as tout ça qui ressort, suivant, une fois de plus, ton goût et ton appétence. Donc c'est un produit qui est très complexe, tu vois, qui est végétal, caramel. Il y a plein de choses dedans, du fruit confit. Mais évidemment, à 65,4 degrés, il faut réussir à capter tout ça, quoi. Mais c'est un produit qui est assez dingue, ouais. Génial. On mettra un lien vers cette belle cuvée en description Ouais, de l'épisode, avec comme ça plaisir, tout le monde merci. pourra aller découvrir cela. Les arrangés, on en a parlé en début d'épisode, c'est un moteur important aussi d'Isotier. Aujourd'hui, tout le monde en fait.
comment est-ce que vous arrivez à continuer à innover et continuer, je dirais, à proposer de très belles choses, aux consommateurs, à déguster? Alors oui, on en a parlé, c'est sûr qu'il y a énormément de marques d'arrangés aujourd'hui. Heu, Innovation pour moi, c'est comme qualité, je trouve que c'est un terme qu'on emploie à tort et à travers. Nous, on n'innove pas pour innover, on raconte des histoires. Donc on a Marie qui fait les rhums, blancs et vieux, on a Louise qui fait nos rhums arrangés et Louise, elle raconte des histoires. Donc elle a envie de raconter des choses. Donc on a notre gamme fresque, je te l'ai dit, c'est pas des parfums, c'est des sensations qu'on vend. Et donc à chaque fois, on veut raconter des histoires et donc on va raconter des produits qui nous inspirent quelque chose. On essaie aussi, comme on est très proche de notre territoire, d'aider à développer les filières, agro de La Réunion. Donc le dernier arrangé qu'on a sorti en France, cette année, c'est un arrangé à la vanille bourbon de La Réunion. Donc on a travaillé avec un fournisseur de vanille bourbon, bio, qui est à quelques kilomètres de la distillerie et qui fait des produits, exceptionnels avec une richesse en vanilline qui est absolument incroyable et c'est ça qu'on raconte. Donc on raconte la suavité de la vanille, on raconte le voyage, on raconte l'envie de se promener et c'est ça qu'il y a dedans. Donc est-ce que c'est une innovation? Je pense pas. C'est un parfum, c'est un plaisir. Moi, j'ai du mal à parler d'innovation. Pour ça, l'innovation, c'est le rhum blanc fusion. Ça, c'est l'innovation. Parce que ça a jamais été fait avant et parce que c'est extrêmement original et c'est beaucoup de recherche et c'est beaucoup de travail. Ce qui veut pas dire que les arrangés, c'est pas beaucoup de travail et beaucoup de recherche. C'est juste que ce sont des parfums et on raconte des histoires. Voilà, donc c'est comme ça, en fait, qu'on continue à exister et à développer. D'abord, on sort pas des produits pour sortir des produits. C'est jamais la raison qui nous motive. On sort des produits parce qu'on a une nouvelle histoire à raconter. Voilà, et comme le territoire est hyper riche, on a plein d'histoires à raconter. Donc c'est sans fin. Oh, encore de belles histoires à découvrir dans le futur. Ouais, Tu nous en parlais, vous avez donc aussi, lancé, une nouvelle gamme avec, des cocktails en canette, sur, je dirais, le segment des ready to drink. Pourquoi est-ce que vous êtes allé sur ce terrain? Tu nous disais que c'était disponible aujourd'hui à La Réunion. Est-ce que ça va arriver effectivement, dans l'Hexagone? Est-ce que tu peux nous raconter cette, nouvelle aventure dans laquelle vous vous êtes lancé? ouais, c'est une aventure, une gamme qui s'appelle Fizz, parce que ce sont des produits pétillants. Et là, l'idée, c'est quoi? On l'a dit, hein, à nouveau, ambition, diversité, responsabilité, nos 3 piliers et dans le pilier de responsabilité, il y a aussi de proposer des produits moins alcoolisés. C'est très important. Il faut pouvoir, continuer à exister, à raconter nos histoires, à raconter la Réunion, mais en proposant des produits avec moins d'alcool. Donc ces fils, c'est des produits qui sont à 12,5 degrés, 25 centilitres. Donc une canette de Fizz, c'est l'équivalent de 2 verres de vin en quantité d'alcool. D'accord? Et sur la canette, on a carrément expliqué que c'était 2 cocktails. Donc pour nous, l'idée derrière ça, c'est que les gens partagent. Ils ouvrent leur canette, ils prennent 2 verres et ils coupent la canette en 2 et ils se font plaisir sans boire des quantités d'alcool, fortes. C'est très important. Donc c'est ça qui est derrière, c'est parler de plaisir. Donc en fait, on a envie de proposer et aussi à des gens qui sont pas forcément adeptes du rhum. On veut faire sortir le rhum de sa vision de soit une eau de vie qui sert à faire la cuisine. Malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui voient ça comme ça, donc nous, ça nous attriste. Heu, Beaucoup de gens qui se servent des rhums et ça, c'est bien pour faire des cocktails, parce que c'est une super base de cocktail, ça, c'est certain. Il y a encore trop peu de gens qui conçoivent qu'on puisse boire du rhum à la place du vin, avec un plat. Or, Mmh. c'est extraordinaire. Ça va pas avec tout, mais avec certains, plats épicés notamment, les fizz dont je te parle, c'est absolument incroyable. Parce que c'est, relativement peu sucré, que c'est très frais, et que c'est pétillant et donc c'est très agréable à consommer. Donc en fait, Rose, tout simplement, c'est proposer des nouvelles expériences grâce au rhum et montrer que le rhum est un produit hyper riche, hyper varié, hyper diversifié, qui offre des expériences de dingue et qui peut,
qui peut remplacer ou se substituer à la bière ou au vin parfois. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le vin et la bière, loin s'en faut, mais simplement que on a l'opportunité de nos jours d'essayer des expériences nouvelles, toujours avec modération, et que le rhum, c'est pas plus d'alcool qu'un verre de vin quand c'est fait comme ça. Donc, il n'y a pas cette notion qui n'existe pas d'alcool fort. L'alcool fort, ça veut rien dire. La molécule d'alcool dans le vin et dans le rhum, c'est exactement la même chimiquement. Donc, la seule chose qui peut éventuellement changer, c'est la concentration. À 40 degrés, il y en a 3 fois plus qu'à 12 degrés, enfin, un peu plus de 3 fois plus. Mais à 12 degrés, il y en a autant qu'à 12 degrés. C'est dans le titre. Voilà. Bien sûr. Donc voilà, donc on peut très bien boire du rhum. Et pour les gens qui n'aiment pas le vin, nous, on leur dit, écoutez, vous avez envie de boire un bon produit frais, tropical, prenez ça à la place d'un verre de vin. Et les gens ne sont pas déçus. Donc c'est ça l'idée qui sous-tend Fizz, c'est continuer à prolonger l'histoire des tropiques, l'excellence tropicale, et proposer des nouveaux moments de consommation. Et ça va arriver en métropole? Alors pour l'instant, c'est que à La Réunion. Je ne sais pas encore si ça va arriver en métropole. C'est à l'étude, notamment parce qu'il y a des grands sujets législatifs actuellement autour de ce type de produit qui peut-être nous interdiront tout simplement de continuer à les commercialiser. Donc ça serait bien dommage, mais tel que les lois sont rédigées en ce moment, et j'ai encore occupé à ça ce matin même, le plan de financement de la sécurité sociale qui est en train d'être voté, totalement ubuesque de mon point de vue, va à l'encontre de ce qu'on prône et fait des sortes d'amalgames qui sont en train d'interdire beaucoup de produits et de faire des mélanges entre des produits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et du coup, si les lois telles qu'elles ont été pré-rédigées passent, ces produits-là seront plus vendables parce que leur prix va exploser et que ça sera très compliqué de les proposer. Donc si ça passe, c'est sûr qu'on ne proposera pas nos Fizz en France. J'espère de tout mon cœur que ce ne sera pas le cas parce qu'on a très lourdement investi parce que technologiquement, c'est très compliqué de faire de la canette. Donc on a lourdement investi pour ça parce qu'on veut avoir des produits de haute qualité. On est certifié FSSC 22000, donc des normes internationales très complexes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Donc on a beaucoup mis de nous-mêmes dans ces produits-là. Et s'ils devaient être interdits au moment où ils sortent à cause de cette taxe, on serait excessivement contrarié. Je ne peux pas dire le contraire. Mais on arrivera à rebondir d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas encore laquelle. J'espère sans trop de casse. Mais en tout cas, les produits nécessairement sortiront plus le pas de la Réunion et voire sortiront plus du tout. En tout cas, plus sous cette forme. Donc, je ne le souhaite pas. J'espère qu'on pourra se rappeler prochainement et que cette loi aura été modifiée, voire annulée, et qu'auquel cas, on pourra réfléchir à essayer de trouver une voie d'emmener ces produits-là en France, ce qui n'est pas facile industriellement et technologiquement. Mais en tout cas, on y réfléchira certainement. On en reparlera, on se rappelle si tu veux bien. Parfait. Et en attendant, on peut prendre notre billet d'avion pour aller Et en déguster ça attendant, plus directement. que jamais, et surtout avant la fin de l'année, puisque pour l'instant, la loi, de toute façon, n'est pas promulguée, de venir les consommer, en particulier à la Saga du Rhum, où il y en a plein. Génial. Si on parle un peu développement et futur d'Isotier, tu nous le disais en tout début d'épisode, vous vous présentez comme une start-up. Vous êtes néanmoins la plus ancienne entreprise de l'île encore en activité. On peut se dire qu'il y a quand même un héritage, 180 ans, qui a un poids, qui a une entreprise, je dirais, assez lourde. Pourtant, vous avez, on le voit, un appétit important en termes de développement, d'innovation et d'agilité. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour avoir cette agilité et être un peu, effectivement, je dirais, en mode start-up quand on a bientôt 2 siècles d'histoire derrière nous? Alors déjà, on s'est mis dans cet état d'esprit parce que c'est une nécessité. Aujourd'hui, une PME ultramarine qui dépend très majoritairement du rhum, et dans les rhums, beaucoup des rhums arrangés, est beaucoup trop fragile. On le voit bien, on vient d'en parler avec Fizz. Un changement législatif peut compromettre une gamme de produits. Or, la législation est de plus en plus contraignante. On est déjà un des pays qui a les lois les plus contraignantes autour des alcools en général. On est parmi les premiers producteurs mondiaux de vins et spiritueux, les premiers producteurs mondiaux de liqueurs, et on a la loi la plus contraignante.
On aime bien en France se tirer des balles dans le pied pour empêcher nos savoir-faire historiques de se développer. C'est une vraie spécificité française. Des choses dont on peut être fier, ça, un peu moins. Bref, donc toujours est-il qu'on se doit de se développer parce que on est de la manière dont on est constitué, on est trop fragile. On est trop dépendant de notre territoire qu'on adore et trop dépendant de nos Roms qu'on adore. Voilà. Donc il faut qu'on bouge, il faut qu'on se diversifie. On en a parlé, hein, diversité, ambition, responsabilité. La diversité, c'est ça, c'est sortir du simple Rome, sortir de la Réunion. La Tanzanie contribue à ça. Pour s'ouvrir les chakras et dans un monde qui bouge, dans un monde qui change, dans un monde qui va de crise en crise. Clairement, il va de crise en crise. À une époque, on avait une crise, on avait une période de repos, puis une nouvelle crise. Maintenant, on empile les crises les unes sur les autres. Donc, si on attend la fin d'une crise pour commencer à bouger, on bouge jamais. Donc, on a besoin de bouger, on a besoin et pour pouvoir bouger, pour pouvoir s'adapter plus facilement au contexte, il faut qu'on soit dans un état d'esprit qui autorise le changement. Donc, c'est pour ça qu'on parle de start-up. Donc, les personnes qu'on recrute, nos équipes, on les met dans cet état d'esprit d'être ouverts aux nouveaux projets, d'être ouverts à l'ambition, d'être business friendly, comme diraient nos amis anglo-saxons, et open to business. Donc, aujourd'hui, quand on va quelque part, quand on va en Tanzanie et qu'on discute avec nos partenaires, on a les écoutilles grandes ouvertes et on regarde s'il y a des opportunités, et toujours en ayant en tête ce dont on a parlé, c'est-à-dire l'excellence tropicale, la responsabilité. Donc, on fait des produits qui ont du sens sur les territoires où ils se trouvent. On ne va pas aller faire des choses qui sont très éloignées parce que l'histoire dont on a parlé tout à l'heure nous a montré que quand on se diversifiait trop, ça pouvait être compliqué. Donc, on sait ce qu'on sait bien faire, ce sont des boissons. Et ce qu'on sait très bien faire, ce sont des boissons tropicales. Et donc, les boissons tropicales, il y a encore 1000 histoires à raconter. Et là, tout est ouvert. Donc, te dire précisément ce qu'on va faire, je ne sais pas. Et même si je le savais, je ne pourrais pas tout dire. Mais en tout cas, les pistes sont ouvertes et toutes les pistes sont sur la table. Et nous, ce qu'on veut, c'est toujours pareil. C'est offrir des produits qui donnent de l'expérience, qui racontent des territoires tropicaux d'exception, quand ils peuvent, qui parlent de la Réunion, et qui de toute façon amènent à ces territoires-là. On a tout le bassin de l'océan Indien, qui est un bassin de population et de richesse culturelle qui est exceptionnel, et on a beaucoup de choses à raconter. Et effectivement, parmi toutes les choses que vous avez racontées et ces ambitions sur lesquelles vous vous projetez, vous parlez de doubler de taille dans les prochaines années. Est-ce que tu peux nous parler de vos projets de développement et de tout ce qui est associé effectivement à cette projection d'Isotier dans les prochaines années? Ouais, alors ce qu'il faut, c'est on dit doubler de taille parce que les journalistes aiment bien les chiffres, mais c'est pas doubler pour doubler. Un peu vulgairement, on s'en fout de doubler. Ouais, c'est pas ça le sujet. L'idée, c'est de grandir, c'est pas de grossir. Donc on va pas recruter parce qu'on a dit qu'on voulait doubler de taille. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se défragiliser, donc bien en parler. Et c'est ça qui sous-tend tout. Et on se rend compte que pour pouvoir exister sur des marchés, il faut qu'on ait une taille critique qui nous permette d'avoir des discussions avec des partenaires de taille importante, qui nous permettent d'être, encore une fois un mot un peu galvaudé, mais d'être impactant là où on se trouve. On ne veut pas faire des micro-produits en micro-quantité parce qu'on sait que c'est pas viable sur le long terme. C'est ça d'avoir 180 ans. C'est que tu sais quand même qu'il y a des choses qui peuvent fonctionner. Tu sais jamais ce qui va fonctionner réellement, mais tu sais ce qui marchera pas. Ça, c'est sûr. Et des petits produits, même exceptionnels, même très bons, ça nourrit pas une entreprise. Et nous, on veut être encore là dans 180 ans. On n'est pas là pour faire des coups financiers. Ça nous intéresse pas, ça. Moi, mon rôle à moi, c'est de transmettre l'entreprise dans X années et de retransmettre une entreprise qui est plus forte que l'entreprise que j'ai récupérée, qui était déjà une très belle entreprise. C'est mon seul objectif. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, nous, c'est que l'entreprise elle soit encore là dans 180 ans. Donc, pour être encore là dans 180 ans, dans une économie mondialisée, il faut avoir une taille critique qui te permet d'absorber les chocs. Et pour ça, on l'a dit, hein, il faut se diversifier dans les produits, il faut se diversifier dans les territoires, il faut être plus proche de nos territoires, il faut répondre aux demandes aujourd'hui de la planète qui veut qu'on consomme moins d'énergie, qui veut qu'on travaille davantage en circuit court, qu'on mette du sens dans tout ça. Donc, c'est pas des mots, hein, c'est pas du marketing, c'est du bon sens. Et c'est du bon sens qui vient de 180 ans d'histoire. Parce qu'on sait que quand on fait des industries uniquement pour l'argent,
ça tient pas longtemps. Ça peut marcher 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais au bout d'un moment, ça s'étouffe parce que ça n'a pas de sens et que ça correspond pas à ce qu'on a envie de faire et ça correspond pas à ce que la planète a besoin. Et nous, on veut faire des produits qui répondent à des demandes locales, qui ont du vrai sens et qui doivent durer dans le temps. Donc, on cherche avant tout des projets qui racontent leur territoire, qui aident les territoires où ils se trouvent à se développer. C'est très important. Donc, quand on va en Tanzanie, c'est dans l'espoir de faire vivre du monde, c'est de apporter de la richesse sur le territoire et c'est de permettre à un territoire de se développer. C'est très important parce que c'est le seul moyen de maximiser les chances de survie. J'aurais jamais la prétention de te dire de garantir la survie parce que ça n'existe pas, et de maximiser les chances de survie. Et en tant qu'amateur de rhum, sur cette trajectoire que vous prenez, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois ou les prochaines années en termes de produits, de nouveautés? Est-ce que tu peux nous teaser un peu des directions que vous prenez ou que vous auriez envie de prendre? Et en termes de rhum, il y aura Bérive, ça c'est sûr. Donc les rhums de notre distillerie de Bérive, donc notre rhum agricole à nous. Donc ça, c'est sûr que ça sera une nouveauté qu'on va présenter dans les années à venir. Donc ça, c'est en termes de rhum. Après, notre distillerie de Fredlin, elle va continuer son travail exploratoire sur les associations entre les rhums agricoles et les rhums de mélasse, parce que c'est quelque chose qu'on adore et qu'on n'a pas fini de travailler. Donc on a encore plein de belles histoires. Pour les rhums arrangés, on l'a dit tout à l'heure, le terroir rayonnais étant tellement riche qu'on a encore beaucoup d'histoires à raconter. On a les fils qui viennent de sortir, on en a parlé aussi. Et là, j'aimerais bien leur donner une vie plus importante, d'après les législatifs préévoqués. Et voilà, et déjà, ça, c'est beaucoup, et on va essayer de faire vivre tout ça. Et après, autour du monde du rhum, autour du monde du cocktail, on a encore beaucoup à faire. Encore beaucoup à faire pour, toujours pareil, donner aux gens l'envie de déguster des rhums à la place d'autres choses parfois. Et pour découvrir des histoires et pour découvrir des territoires. Superbe. Bah, écoute, on a hâte de découvrir tout ça et de suivre cette aventure de la jeune start-up Isotier. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai encore 3 petites questions. La première, c'est qu'il y a encore et toujours, je trouve, un enjeu d'éducation autour du monde du rhum. Oui. Et aujourd'hui, à quelqu'un qui écoute le podcast et qui ne connaîtrait par exemple que vos arrangés, Oui. et qui aurait envie de découvrir une autre facette du rhum Isotier, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour effectivement rentrer dans votre histoire, rentrer dans vos gammes avec de nouvelles découvertes? Alors, pour se sortir des arrangés, je conseillerais toujours pareil, si c'est des personnes qui découvrent le monde du rhum et qui découvrent le monde du rhum réunionnais, je ne vais pas les orienter vers notre cuvée 180 ans, par exemple. On en a parlé, c'est trop riche, trop complexe, trop puissant, et le risque est trop important que ça leur plaise pas. Donc moi, je vais plutôt leur offrir, leur dire: «Venez dans le monde du rhum avec une gamme qu'on a développée, exprès pour ça». Donc ce sont nos rhums, vieux qui on a un 5 ans, un 7 ans et un 10 ans, qui sont à des prix abordables, qui sont à 40 degrés, qui est le minimum légal pour du rhum traditionnel de la Réunion, hein. Et le 5 ans, c'est un mélange entre un rhum agricole et un rhum de mélasse, puisqu'on l'a dit, on adore ça. Le 7 ans, c'est un rhum 100 mélasse et le 10 ans, c'est un rhum 100 agricole. Donc si vous avez les moyens, vous prenez une bouteille de chaque et vous goûtez et vous voyez ce que vous préférez. Si vous avez une prétendance, si votre caviste veut bien vous faire goûter, bah, c'est top, vous choisissez celui que vous préférez. Mais moi, je commencerai par ça, par des rhums, vieux, de la maison, mais qui sont pas trop vieux non plus, qui sont pas trop puissants, en alcool et qui racontent déjà une très belle histoire. Mais vraiment un premier pas dans le monde du rhum, et ça, ces produits ont été conçus pour ça. Superbe. Et toi, personnellement, est-ce que tu as un peu une petite Madeleine de Proust, une association mets-rhum, comme tu nous en parlais un peu, que tu aimes déguster chez toi ou faire découvrir? Moi, je suis un réunionnais de cœur. Le plat phare de la Réunion, c'est le rougail saucisse, qui est maintenant assez célèbre. Excellent. Bah, donc j'adore le rougail saucisse, et le rougail saucisse,
précisément ce que je t'ai dit tout à l'heure, se marie magnifiquement avec nos aromatiques. Donc, nos punchs au litchi, à la passion, au tangor, ou avec nos fizz qu'on vient de sortir quand on est à La Réunion et qu'on a l'opportunité de les avoir. Mais sinon, avec nos aromatiques qu'on trouve en hexagone. Et donc, on prend un aromatique et on prend sur un lit de glaçon avec un rogaille saucisse, c'est absolument magique. Si on veut, on peut même le diluer avec de l'eau pétillante, ce qui le rapprochera énormément d'un fizz, moitié-moitié à peu près. Voilà, et comme ce sont des produits à 24 degrés, si on fait moitié-moitié, on aura un produit à 12 degrés qui sera peu sucré et qui fera un accompagnement. Enfin, moi, j'adore. Moi, aujourd'hui, rogaille saucisse, je le bois avec un fizz litchi. Voilà. Génial, ça donne envie d'essayer. Ouais. Et écoute, pour finir cet entretien vraiment passionnant, toi, qu'est-ce qui aujourd'hui te motive le plus dans le projet Isotier et te donne vraiment envie de te projeter sur tous ces projets dont tu nous as parlé? Je l'ai dit beaucoup, je vais le redire parce que c'est profondément. Moi, je suis pas revenu à La Réunion. Tu vois, je suis né en France, donc je suis arrivé à La Réunion. Et ce qui m'a marqué tout de suite, c'est à quel point on est accueilli sur ce territoire. À La Réunion, on dit pas, on sait pas d'où viennent les gens sont là et ils font partie du territoire. Et c'est comme ça qu'on mesure la force d'un territoire. Donc moi, ce qui me motive, c'est simple, c'est mettre La Réunion en bouteille. Et quand on sort de La Réunion, c'est mettre les tropiques en bouteille. C'est de faire vivre des lieux, des rencontres, des expériences que tout le monde ne connaît pas et de territoires qui souvent sont peu connus. Tu vois, la Tanzanie, on connaît des grandes images, on connaît le Kilimandjaro, on connaît le Serengeti, on connaît le lac Victoria, mais est-ce qu'on connaît la Tanzanie? Non. Est-ce qu'on connaît les habitants de Tanzanie? Non. Et c'est ça que je veux qu'on arrive à découvrir. À La Réunion, c'est pareil. Je veux qu'on arrive à découvrir la richesse du peuple réunionnais, de ce multiculturalisme réunionnais. Donc évidemment, moi, si j'ai un truc qui me motive, c'est de faire venir les gens à La Réunion. Je l'ai dit 1000 fois pendant ce podcast, mais je le pense profondément et de tout mon cœur. Mon plaisir principal, c'est de voir ce territoire se développer et voir des gens prendre du plaisir à venir découvrir un territoire qui est dingue, qui est un haut lieu de la biodiversité mondiale, qui a des paysages fantastiques, qui est le paradis mondial de la marche en montagne, du trail. Je savais que j'arriverais à en parler. Voilà, où il se passe l'une des plus grandes courses de montagne de la planète qui s'appelle la Diagonale des Fous, C'est vrai. qui est absolument incroyable. Et il y a moyen de venir à La Réunion et de passer 3 semaines à marcher dans la montagne en passant de gîte en gîte, en mangeant des rogailles saucisses, en mangeant des samoussas et en croisant des gens de toutes les religions et de toutes les couleurs. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est ça qu'on veut faire. Donc, c'est ça qui me motive tous les jours en me levant. Et c'est toutes les équipes de la maison Isotier qui travaillent au quotidien à ça et qui ont profondément leur territoire ancré au cœur et qui se lèvent le matin en se disant bah voilà, allons parler de nous, allons parler de nous-mêmes, allons parler de notre territoire et donnons envie aux gens de venir. Écoute, génial. Un grand merci, Cyril, pour cette immersion, à la fois à La Réunion et puis aussi dans l'histoire et dans le futur d'Isotier. On a vraiment hâte de suivre vos aventures. Et puis, écoute, je pense qu'on peut se donner rendez-vous dans 5 ans à La Réunion pour un peu faire un point et voir tout ce que vous avez pu accomplir et tous les projets que vous aurez à ce moment-là. Avec grand plaisir, Lou-Marie. Merci beaucoup. Et j'espère que la prochaine fois qu'on se voit, on enregistrera chez nous, à La Réunion. Super. Bah, écoute, on va prendre date. Merci beaucoup. Un grand merci. Et puis pour les auditeurs d'Haute-Vie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Haute-Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Haute-Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.